Bonjour à tous en ce vendredi 26 septembre exactement. J'espère que vous allez bien. Donc bienvenue chez Histoire Explore. Donc une émission qui sera consacrée un peu à l'actualité vraiment chaude. Donc l'actualité n'attend pas, comme diraient certains. Donc là, on va faire un petit débriefing un peu sur cette affaire Sarkozy là, qui est un peu compliquée. Donc la chaîne Histoire Explore, c'est une chaîne qui est dédiée en fait à l'étude généralement du jeu vidéo et de l'histoire, mais aussi à l'actualité. Et surtout quand l'actualité est un peu compliquée, on essaye un peu de creuser l'ensemble. Donc on est aussi sur YouTube, on est aussi en podcast. Enfin bref, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. On va commencer tout d'abord par un récapitulatif. Alors attention, qui est peut-être un léger chouïa indigeste de toutes les affaires qui concerne Monsieur Sarkozy. C'est-à-dire qu'il y en a eu quand même beaucoup. Hein. Et c'est vrai que ce président-là en particulier a le triste privilège pour les présidents de la Ve République. Alors, est-ce qu'il s'est fait rattraper par la patrouille, diront certains, ou du moins, est-ce qu'il est allé trop loin, notamment dans ces zones grises? Ça sera à vous de juger. Hein. Voilà, donc là on est sur un récapitulatif du journal Le Monde, donc de la rubrique Les Décodeurs. Donc d'ailleurs je vous invite à vraiment consulter ces très bons retours journalistiques en fait sur des affaires passées. Ça permet vraiment aux citoyens lambda, moi, vous, enfin bref tout le monde, de pouvoir un peu s'y retrouver. Alors une affaire où il a été déjà mis en cause, c'était les affaires Karachi par rapport à la vente d'armes au Pakistan et à l'Arabie Saoudite. Donc ça c'était en 95, quand le jeune Nicolas était ministre du budget, donc auprès de Édouard Balladur. Alors pour ceux qui n'ont pas connu cette période, c'est une période en fait où on est à la fin du quinquennat de Tonton, donc François Mitterrand, président socialiste. 95 déjà, ça sent très très mauvais. Alors, excusez-moi du peu, dans tous les sens du terme, on est sur un fin de mandat socialiste où Mitterrand en fait est très malade, gravement malade suite à un cancer qu'il a depuis les années 80. Donc là on est face à un flottement politique qui est quand même assez incroyable. Et on a une cohabitation depuis 93. Et dans cette cohabitation, vous avez Édouard Balladur, le meilleur ami de Monsieur Chirac, même parti, qui a été nommé suite aux défaites législatives du Parti Socialiste qui perd sa majorité qu'il avait acquis suite aux élections de 1988, les élections présidentielles. Donc en 93, Balladur prend le pouvoir. Alors Balladur nomme Monsieur Sarkozy ministre du Budget. Donc ministre du Budget, il était dans ces affaires de tractation entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Alors en 2014, cette affaire rejaillit. On vous dit que Nicolas Sarkozy est écouté comme témoin assisté. 2017, rebelote. Hein. Et donc, si des condamnations sont faites sur des ventes d'armes où il y a eu des commissions faramineuses qui ont été reversées au personnel politique de l'époque, Monsieur Sarkozy, lui, n'a pas été concerné en tant que tel. Hein. Les ministres qui ont été visés, c'était Monsieur Léotard, l'ancien ministre de la Justice, et le frère de l'acteur, qui lui ensuite s'est retiré de la politique. Donc il a été jugé par la Cour de justice de la République en 2021, condamné à 2 ans de prison avec sursis. Alors Balladur lui a été innocenté. Et donc Monsieur Sarkozy a été mêlé plus ou moins à cette affaire, mais il a été relaxé. Deuxième affaire, l'affaire du Crédit Lyonnais. Oui, on remonte très loin, hein. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Histoire Explore. Donc là, hors de cause, immunité. Alors Nicolas Sarkozy était président en 2008 lorsque l'État a accepté, lors d'un arbitrage, de verser 400 millions d'euros à l'homme d'affaires Bernard Tapie, Nanar, comme on l'appelait à l'époque. Donc là, vraiment des grosses références de vieux pour ceux qui ont connu les guignols de l'info. Donc il aurait eu un préjudice par rapport à la vente d'Adidas et donc l'État aurait donné de la moulaga à Bernard. Cependant, l'arbitrage qui a été entaché de manipulation, a amené la justice à se repencher sur cette affaire en 2015, et donc la Nanar a été obligée de rembourser. Donc on a eu une histoire complètement ubuesque. Alors Monsieur Tapie, il est décédé depuis. Hein. Sarkozy, donc qu'est-ce qu'il était dedans lui? Il était président à cette époque-là depuis 2007. Monsieur Éric Woerth, son ministre du budget, lui a été mis hors de cause. Il a bénéficié d'un non-lieu. Alors non-lieu, hein, en justice, ça veut dire qu'on n'a pas forcément de preuves à charge contre vous, hein, et donc vous êtes tout simplement pas condamné. Et Nicolas Sarkozy a refusé de venir témoigner car il était président, etc. Ensuite, les sondages de l'Élysée. Alors là, oui, on était dans le grand fourre-tout des affaires présidentielles. Alors ça, c'est un élément qui concerne également d'autres présidents. Hein. C'est-à-dire que la présidence, souvent, a besoin de connaître la vie des Français. Les manifestations, les grèves, ça suffit pas. Donc il y a besoin de faire des sondages. Et donc forcément, on fait travailler les copains qui ont des instituts de sondage. Et donc en 2019, la justice a décidé donc de renvoyer 6 personnes en correctionnel, proches de Sarkozy, par rapport à des sommes qui ont été mises dans ces sondages, des sommes complètement
ubuesque, hein, donc très importante et payée par nos impôts, soit dit en passant. Donc vous avez Patrick Buisson, l'ancien patron de la chaîne Histoire. Donc vous savez, le monsieur qui enregistrait les conversations dans le bureau présidentiel sur un magnétophone ou sur son téléphone. Donc qui s'est fait taper sur les doigts là-dessus. Claude Guéant déjà, qui était l'ancien secrétaire général de l'Élysée, donc celui qui a été condamné hier à 6 ans de prison. Et lui, vous allez voir que quand on parle de corruption, il est quand même dans une situation qui est quand même bien particulière. Donc il a été condamné, lui, à 8 mois ferme pour favoritisme, notamment par rapport à ses instituts de sondage. Et M. Sarkozy n'a pas été visé par les juges, car c'était dans son mandat, donc en tant que président, etc. Donc immunité présidentielle. Et donc, voilà, il n'a pas été, si vous voulez, condamné dans cette affaire-là. Alors l'affaire Bettencourt, alors c'était priceless, excusez-moi de le dire, mais ça c'est une affaire qui, si vous avez connu les guignols de l'info à cette époque-là, c'était vraiment, tous les soirs ils en parlaient. Hein. Donc Madame Bettencourt, c'est quand même l'héritière de L'Oréal, donc grosse structure très riche, qui finance bien souvent le RPR, ancien nom du parti de l'UMP, que Chirac a créé quand il a été élu président, l'Union pour une majorité présidentielle, et que Sarkozy a repris, et ensuite qui est devenu les Républicains, donc une longue histoire dans la droite française. Et donc Madame Bettencourt donc, faisait des dons, mais alors vraiment pas des petits dons, hein, c'est pas la petite pièce à la sortie du magasin, hein, 1 euro pour survivre, madame, s'il vous plaît, c'était vraiment des millions d'euros, et puis voilà, de l'argent qui était diffusé, des valises de billets. Un soir, il faudrait que je fasse, je pense, dans un stream, toutes ces affaires de la 5e République, parce que là, vraiment, vous avez énormément de choses à faire. Alors, je suis historien en tant que tel, donc c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ces éléments-là, et c'est pour ça que je me permets de revenir dessus. Donc, Madame Bettencourt qui a donné de l'argent, la famille n'était pas contente, a commencé à se poser des questions sur qui avait eu quoi, et donc Monsieur Sarkozy a été placé sous le statut de témoin assisté, et puis il a été mis en examen pour abus de faiblesse sur cette dame qui était très très riche. Les comptes de campagne avec la fameuse société Big Malion. Alors ça, c'était quand même une affaire en 2012. Vous avez un système de fausses factures qui a été mis en place, de fausses conventions, donc qui va lier le parti politique de M. Sarkozy, donc l'UMP de l'époque, et l'agence de communication Big Malion, qui est donc chargée d'organiser des meetings de campagne, etc. Donc dans cette campagne que M. Sarkozy a commencé tardivement, étant donné qu'il était président, il a essayé de repousser au plus loin son entrée en campagne pour bénéficier aussi des avantages de la présidence, ne l'oublions pas, parce que quand vous êtes président, vous prenez l'avion quand vous voulez, vous faites des discours quand vous voulez, et tous ces éléments-là ne sont pas intégrés dans des comptes de campagne. Vous avez donc des frais de campagne qui ont été organisés. Et le problème, c'est que en fait, ces fausses factures et autres étaient destinées à masquer en fait les explosions des frais de campagne. Donc, vous avez une somme qui est délimitée. Alors, la somme pour les frais de campagne, normalement, elle est limitée à combien de millions d'euros ? Je voudrais pas dire de bêtises, donc si vous pouvez me reprendre si vous le savez. Je crois que c'est autour d'une... Vous n'avez pas le droit de dépasser 10 millions, mais là, on était sur des sommets, je crois. Il a fait appel, ce qui a prolongé la décision, et donc en 2024, donc l'année dernière, vous avez cette peine de prison qui a été tout simplement une peine moins lourde. Il a obtenu donc 6 mois ferme, et donc pour 6 mois ferme, tout simplement, il ne va pas en prison également. En dessous de 2 ans, je crois que vous avez, dans le cadre de certaines fautes, vous ne placez pas la personne en prison, il y a des aménagements de peine qui sont possibles. Donc voilà, d'ailleurs la Cour d'appel a ordonné le principe d'aménagement de la partie ferme de sa peine. Donc c'est là où il a eu ce fameux bracelet électronique, hein, donc pas un bracelet Dior, pour Nicolas ça a dû être dur quand même, mais voilà, où les déplacements étaient limités. Donc après avoir vu Big Malion, là on est maintenant sur les affaires des écoutes, où là, du 6 mois ferme qu'il a pris, et qui sont en attente de la Cour de cassation qui donnera son avis le 8 octobre 2025, là on a une autre affaire donc, qui a été beaucoup plus redondissante par rapport aux affaires des écoutes, hein. Donc nous avons Nicolas Sarkozy, et ça je pense que beaucoup de ses amis oublient de le dire aux Français, il a été quand même reconnu coupable d'avoir tenté d'obtenir d'un magistrat de la Cour de cassation, il a fait appel auprès de la Cour de cassation pour une de ses affaires, soit dit en passant, des informations secrètes issues d'une autre affaire, le fameux dossier Bettencourt, donc de madame la richissime héritière de L'Oréal, qui aurait donné de l'argent à monsieur Sarkozy. Donc, monsieur Sarkozy n'étant pas son neveu ou n'étant pas son enfant, voilà, on ne peut pas donner de l'argent comme ça, surtout dans un cadre politique, hein, vous doutez. Hein. Et même les dons au sein des familles sont limités fiscalement, il y a un certain montant à ne pas dépasser. Hein. Montant que la plupart des personnes ne dépassent jamais, soit dit en passant.
Mais là, on est quand même dans un milieu, vous le comprenez bien, où les zéros s'accumulent sur des comptes en banque. Alors, pour l'affaire Bettencourt, donc Monsieur Sarkozy est intervenu directement auprès d'un magistrat. Donc là, on a un mélange des genres qui est énorme. C'est-à-dire que la séparation des pouvoirs portée par Montesquieu, le philosophe, qui indique que les trois pouvoirs exécutifs, législatifs, faire la loi, et judiciaire, doivent être séparés. Alors, bien entendu, il y a quand même des liens, soyons pas naïfs. Il y a un ministre de la Justice en France. Mais cependant, vous avez un parquet, certes, qui est aux ordres, mais vous avez des magistrats qui ne sont pas désignés par le gouvernement. Vous avez des cloisons étanches, ou plus ou moins étanches, entre les différents pouvoirs. Ce qui permet tout simplement le fonctionnement d'une démocratie, ce qui est bien remis en cause d'ailleurs dans certains pays de nos jours, comme les États-Unis. Et donc, M. Sarkozy a directement contacté un magistrat pour que, en fait, il obtienne des informations sur ce qui se dit sur ce dossier Bettencourt en échange d'un poste pour ce magistrat à Monaco. Vous savez, Monaco, banlieue difficile française avec des Ferrari qui brûlent tous les soirs, des policiers monégasques en short qui se font caillasser à coups de billets de 500 €. Donc c'est vraiment un lieu quand même ultra dangereux, la principauté monégasque. Donc nous avons donc notre Nicolas Sarkozy qui tout simplement a tenté d'obtenir des infos en échange d'un petit coup de pouce pour aller là-bas. Alors, l'accusation s'est basée sur des écoutes téléphoniques et là déjà il y a un élément qui est quand même énorme. Monsieur Sarkozy, bien sûr, pour pas se faire gauler, avait une ligne de téléphone prépayée sous le nom d'un Paul Bismuth qui existe réellement, le pauvre gars. Donc lui, il a été mêlé dans le truc, il se dit mais j'y suis pour rien moi de cette affaire-là. Le gars existe vraiment, le nom qui a été pris est vraiment le nom d'une personne et son prénom. Donc son avocat en particulier et Monsieur Sarkozy, qui s'appelait Paul Bismuth, discutaient entre eux de cette affaire-là pour pas essayer de se faire attraper. Alors on peut se dire, le gars était quand même avocat de Monsieur Sarkozy et donc il parlait à un certain Paul Bismuth, qui avait quand même un accent, une intonation qui ressemblait beaucoup à Monsieur Sarkozy. Là, on est un peu dans les pieds nickelés, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc en 2021, suite à cette révélation qui est quand même énorme, là, il y a une tentative de corruption, Monsieur Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison. Alors là, on passe quand même à une étape supérieure, dont 1 an ferme à purger sous bracelet électronique. Alors oui, donc la précédente affaire Big Bang Lyon, il n'y avait pas de bracelet électronique, vu que c'est en attente de jugement de la Cour de cassation. Et donc, interdiction des droits civiques de 3 ans. Alors ça, pour un ancien président, un ancien maire de Neuilly, un ancien député, un ancien ministre, certes, on peut se dire c'est symbolique, mais ça fait mal quand même. C'est-à-dire qu'on vous enlève votre citoyenneté, vos droits de citoyen, alors que vous devez représenter l'exemplarité du citoyen. Et donc, là, on va commencer maintenant à venir aux affaires libyennes. Alors, je vous ai préparé quelque chose. Je compte sur vous, parce que j'ai besoin de vous, parce que alors moi, franchement, je peux pas tout retenir. Mais on va faire comme un cool case, vous allez voir. On va essayer de faire un truc sympa pour que ça soit un peu moins redondant. Parce que là, c'est vrai qu'il y a été une longue explication, un long logoré que j'ai mené, donc pour vous présenter un peu ces affaires précédentes. Maintenant, on va se focaliser sur un pays chatoyant, la Libye en particulier. Voilà le personnage, il n'était pas très souriant, je pense que vous vous en doutez. C'est quelqu'un qui était quand même un peu particulier, très lunatique, et puis surtout imbu de sa personnalité et surtout de son pouvoir et de son pétrole. Donc, ce Mouammar Kadhafi, c'est vrai qu'il a une histoire particulière. Donc, c'est un militaire, colonel, qui a fait un coup d'État en 69, qui a renversé la dernière monarchie qui était en place. Et donc, avec un discours nationaliste, pan-arabisme, donc volonté de créer un grand État arabe en Afrique qui irait jusqu'à la Syrie, jusqu'à la Libye, en englobant l'Égypte. Bien sûr, un régime qui se dit antisioniste. Donc, on était dans ce contexte des années 70, des mouvements de libération nationale et de soutien à la cause palestinienne. Et il instaure un régime particulier en Libye, à la fois basé sur une forme de démocratie directe, mais aussi un État omnipotent, une forme de socialisme arabe, tout en rejetant pas justement l'apport religieux lié à l'islam. Donc la révolution, alors la Libye était nommée, alors je vais vous le dire, donc l'État de Mas qui s'appelait la Jamaïria, donc c'est ici, donc littéralement un État de Mas. Donc, à la fois mêlant du socialisme à également des éléments religieux en quelque sorte. Donc, guide de la révolution, il se faisait surnommer. Donc, ce régime, bien sûr, bénéficie d'une rente pétrolière énorme. La Libye est une éponge gorgée de pétrole, basée sur un système tribal également, sur lequel Kadhafi s'appuyait notamment pour maintenir son pouvoir. Et puis, un pays, bien sûr, qui a été progressivement aussi mis au banc
des nations par le fait que Kadhafi, pour ses grands rêves de grandeur, notamment d'extension, eh ben, c'est souvent fricoté en fait face aux autres puissances méditerranéennes, la France en particulier, mais pas que, les Occidentaux d'une manière générale, et bien sûr les États-Unis, hein, qui ont d'ailleurs tenté de l'assassiner par un bombardement sur Tripoli, dans lequel il s'en est sorti de manière in extremis. Donc on est vraiment dans ce contexte de guerre froide aussi, où Kadhafi aussi essaye de louvoyer entre les soviétiques et les États-Unis, donc dans ces années 70-80. Alors Kadhafi progressivement est mis au banc des nations, parce que tout simplement aussi il joue le jeu du terrorisme, et donc il finance des attentats, il les organise aussi indirectement avec certains membres de sa famille, notamment je crois son beau-frère. Vous avez l'attentat en 88 de Lockerbie, où vous avez un vol civil, le vol 772 UTA, l'attentat de Lockerbie en 88 et ensuite en 89 l'attentat contre le vol 772 UTA, où vous avez 440 personnes qui meurent dans une explosion en fait d'une bombe qui était dans les soutes, et donc qui ont coûté la vie à plusieurs personnes, et notamment 54 Français, soit dit en passant. Donc vous avez une personne qui fricote avec le terrorisme, et dans les années 2000, la lutte contre le terrorisme devient une grande cause, bizarre, aux États-Unis, surtout après 2001, et donc vous avez notre Kadhafi qui sent que ça sent quand même très mauvais pour lui, de par ses soutiens passés en particulier, et il va essayer d'opérer un rapprochement diplomatique avec certaines puissances occidentales, essayer de solder ce petit différend là où on a tué des gens par des attentats terroristes avec de la moulaga. Et donc, quand M. Sarkozy est élu, il essaye de remettre un peu Sarkozy dans le bain, Kadhafi dans le bain de la communauté internationale, et vous avez cette affaire où vous avez des pauvres infirmières bulgares qui travaillaient dans des ONG, qui tout simplement ont été arrêtées car elles auraient soi-disant contaminé des enfants libyens avec le virus du sida. Donc là, voilà, donc procès politique, hein, et donc hop, les infirmières en prison. Donc M. Sarkozy, tel Zorro sortant de son œil, fait tout pour négocier la libération de ces infirmières, qui sont finalement libérées, et qui va permettre à Kadhafi de remettre un pied un peu dans la communauté internationale dans cet échange de bons procédés. Voilà, donc il a planté sa tente en France, hein, et donc on avait cet élément-là qui jurait notamment avec le bel hôtel qui était en face, enfin bref. Alors par contre là, la police n'est pas venue intervenir pour chasser cette tente, hein, d'un espace public. Donc on a eu tout ce simagré là de cette visite d'État, avec poignée de main, et puis bien sûr des contrats en voiture, en voilà, signés avec M. Sarkozy, hein, avec une réintégration donc de la Libye, vente d'armes, vente de centrales, etc. Enfin bref, tout le raout industriel français étant bien sûr présent pour célébrer ce retour. Donc ça, c'était quand c'était encore la lune de miel entre Sarkozy et M. Kadhafi. Regardez-les comme ils sont beaux les deux. Alors, donc vous avez vraiment un article, une enquête fouillée entre le clan français, donc les 5 qui étaient prévenus, donc Vort a été finalement innocenté. Vous avez Hortefeux et Guéant qui ont été fortement condamnés. 6 ans de prison pour Guéant, c'est la plus forte peine. 3 ans pour Hortefeux, 5 ans pour Nico. Les intermédiaires, donc vous avez des Saoudiens, vous avez un homme franco-libanais qui est décédé dernièrement, Ziad Takadine, vous avez des Russes, vous avez enfin bref du bon monde, et le clan libyen, c'est-à-dire du Kadhafi assez proche, notamment son beau-frère et autres. Alors vous avez bien sûr toutes les affaires qui sont ici, donc la Libye qui est isolée, la France qui se rapproche notamment par des intermédiaires, donc notamment Ziad Takadine qui était vraiment dans les petits papiers en fait, à la fois de la Libye et à la fois des réseaux baladuriens, donc de Balladur et de Chirac. Alexandre Jory qui a été aussi condamné, un homme d'affaires franco-algérien qui a été directement d'ailleurs hier mis en détention dans cette affaire-là. Donc il va servir d'intermédiaire pour la vente des Airbus et des missiles à la Libye en 2004. Donc Sarkozy en 2005 en tant que ministre de l'Intérieur déjà, parce que je vous ai parlé de 2007, mais c'est vrai que dès 2005 déjà, ça a commencé en 2004, donc on a notre Sarko qui commence à préparer sa campagne présidentielle, qui rencontre Mouammar Kadhafi à Tripoli. C'est une visite qui porte sur les questions d'immigration et de coopération. Mais vous saviez bien que l'immigration sert tellement à cacher plein de choses, et donc on en profite en fait pour surtout préparer la future campagne
politique et électorale. Et donc, on se demande si ça n'a pas été à cette occasion, et la justice s'est posé cette question, si le soutien financier du grand guide de la révolution Kadhafi n'a pas été acté à ce moment-là. Donc, Sarko demandant tout simplement de l'argent à Kadhafi en échange d'une réintroduction dans les cénacles internationaux, ce qui va arriver en 2007, avec la libération des infirmières bulgares, avec la visite officielle en France, etc. Alors, ce qu'on peut faire, parce que là, on en a quand même dit pas mal, on va essayer de les remettre un peu dans l'ordre. Les affaires libyennes de Sarkoko. Donc ça commence par le 6 octobre 2005, où on a une visite officielle, où on a le ministre de l'Intérieur qui, pour des raisons liées aux questions de migration, rencontre M. Kadhafi pour parler de ça. En fait, bien sûr, le sous-entendu, c'est les soupçons de sa future financement de sa future campagne électorale, donc qui est mise en avant. Ensuite, 2 mois après, on a, notre Brice Hortefeux, donc Missi Dominici de M. Sarkozy, qui rencontre Al-Senoussi, donc le chef du renseignement militaire libyen. Et donc là, on pense qu'il y a l'opération Moulaga pour Nico qui commence à s'instaurer, tout simplement. Ensuite, entre 2006 et 2007, avant l'élection, de multiples transferts sont faits. On parle de 5 millions d'euros, loin des 50 millions qui ont été ensuite présentés, en fait, qui ont été révélés être dans l'enquête de Mediapart, mais qui en fait ont été des éléments qui n'ont pas été prouvés en tant que tels et qui sont un faux en tant que tels. Donc voilà, la révélation de Mediapart a été à moitié biaisée. Donc on a cependant 5 millions d'euros qui ont transité. Et ces 5 millions d'euros, ils ont transité sur plusieurs personnes. Alors tout d'abord, on a des intermédiaires, donc ici, Takadine, donc Ziad Takadine, donc qui lui est décédé cette année, donc les enquêtes différentes qui étaient sur lui ont été toutes éteintes, qui indique que de l'argent a circulé, qu'il s'est rétracté, ensuite il est revenu dessus, enfin bref. Donc quelqu'un qui est un franco-libanais, qui est mêlé à tous les réseaux baluduriens, chiraciens, etc., donc qui connaît très très bien la politique française et la marmite française, et notamment des financements des partis politiques. Et donc lui, qui a aussi touché sans doute sa com, a mis en relation donc ces différents hommes, qu'ils soient libyens ou français. Ensuite, un autre intermédiaire, c'est Alexandre Djouri, qui est un franco-algérien, entrepreneur de son État. Donc lui également a mis en contact ces différents éléments, a servi à faire transiter cet argent, aussi qui a alimenté la campagne de Sarkozy. Donc lui, il a bénéficié tout simplement donc, de facilités fiscales, parce qu'il avait un passif fiscal, donc ça c'est par l'action de Claude Guéant, donc l'ancien directeur de cabinet de Sarkozy quand il était ministre quand il était ministre de l'Intérieur, et ensuite il va être son secrétaire général à l'Élysée, qui est un peu le filtre entre le président et des intermédiaires, et ensuite ministre de l'Intérieur sous Sarkozy aussi. Et donc ce Claude Guéant, lui, en échange de ce ralentissement d'enquête fiscale sur la vente de cette future maison que possédait Djaouri dans les Alpes-Maritimes, va obtenir 500 000 euros, et la vente de cette maison va être faite à un fonds souverain libyen, en fait, qui va alimenter, donc qui va payer cette vente de maison, et cet argent-là va servir à Guéant à toucher 500 000 euros, mais aussi à alimenter peut-être aussi des financements occultes. Ensuite, vous avez donc, après ces éléments-là qui commencent, vous avez en 2007 la visite, alors c'est vrai que je ne l'ai pas mis là, la visite d'État de Kadhafi. Voilà. Donc visite officielle de Kadhafi et l'histoire d'amour 2008, les versements d'argent, etc. Tout va pour le meilleur des mondes. Sauf que un tout petit pays se révolte, la Tunisie, chasse son dictateur, et le vent de ces révolutions qui sont nées en Tunisie vont finir par balayer tout le Maghreb jusqu'à la Syrie et vont toucher bien sûr la Libye voisine. Donc révolution de 2011. Et là, on a un changement de pied côté français. Kadhafi, qu'on aimait beaucoup, on l'aime plus. Et on commence à tout simplement montrer les dents
face à un régime qui menace de bain de sang sa population, qui se révolte contre lui. Donc Kadhafi, avec toute sa violence, estime qu'il va faire un bain de sang face à ces personnes qui s'opposent à lui. Et donc on a la France qui, appuyée par une coalition internationale, les États-Unis bien sûr, l'OTAN, obtient un mandat de l'ONU pour intervenir et éviter ce fameux bain de sang à Benghazi, en Libye. Vous avez donc la France qui participe à ces bombardements qui visent les troupes kadhafiennes, qui les mettent à mal face à ces révolutionnaires qui sont soutenus aussi par les puissances occidentales. La Russie reste étrangement silencieuse par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire que ne va pas à l'ONU s'opposer d'ailleurs à ces frappes menées sous le giron de l'OTAN. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Poutine va intervenir ensuite en Syrie par la suite, comme je l'ai indiqué, va pas laisser faire pour laisser tomber Bachar el-Assad, avec toutes les conséquences que cela sous-entend pour les Syriens, et cette terrible guerre civile abominable qui va se poursuivre. Et donc, le clan Kadhafi, à partir de 2011, attaque Sarkozy directement en indiquant qu'ils ont touché de la moulaga libyen et que là, ça posait pas de problème et que maintenant, ils se retournent contre eux. Mediapart, le 28 juillet, révèle des premiers documents qui parlent justement d'un financement. Sarkozy, entre novembre 2011 et mai 2012, donc Kadhafi est tué en octobre. On peut marquer « aidé par la France », point d'interrogation. C'est-à-dire que est-ce qu'il y avait des militaires, des forces spéciales qui étaient présentes et qui ont guidé les rebelles sur le convoi de Kadhafi, convoi de Kadhafi qui avait été bombardé au préalable par des avions. Est-ce que ces avions ont été guidés par des commandos français au sol qui ont signalé où il fallait tirer et ensuite ont donné l'information aux rebelles? On a ensuite, sous le mandat de Sarkozy finissant, l'exfiltration donc de Saleh, qui est le ministre souverain du Fonds libyen, donc qui a alimenté ce pacte corruptible via l'ambassade de France en Tunisie, et ensuite il a été envoyé très loin en Afrique du Sud, donc toujours où il y est toujours. Hein. Et au même moment, on a le ministre du pétrole libyen, qui aussi a accès à des fonds assez importants, qui a noté sur son petit carnet tous ces échanges qui ont été faits, a été retrouvé donc noyé, suicide, dans le Danube à Vienne. Donc il s'appelle Choukri Ghanen, ministre du pétrole, qui tient sur ses petits carnets, et en 2012 il a été trouvé donc noyé dans le Danube à Vienne. Il s'est baigné, et crise cardiaque, que c'est ballot. Il y a quand même de forts doutes qu'il a été assassiné, je pense que vous avez compris. Par qui? On ne sait pas. Alors, le procès, suite à ces révélations, entre janvier et avril 2025, s'ouvre. Et donc, les conclusions du procès sont que si certains sont innocentés ou les affaires sont éteintes, Ziak Takadine, pour raison tout simplement de décès, Gobert, reconnu, qui a touché 440 000 euros, mais pas en lien avec cette affaire, a priori, s'il a été innocenté ou s'il n'y a pas eu de preuves suffisantes pour l'accuser. Par contre, Claude Guéant, qui est ici, qui lui a perçu 500 000 euros pour s'acheter son appartement avec cette notion de pacte corruptible, condamné à 6 ans de prison, corruption passive, association de malfaiteurs, 250 000 euros d'amende, donc à rembourser. Brice Hortefeux, lui qui a organisé le pacte corruptif avec le régime libyen, lui, quant à lui, a été condamné pour association de malfaiteurs, 2 ans de prison aménageable sous bracelet électronique, 50 000 euros d'amende. Et enfin, Nicolas Sarkozy, et on terminera par ça, qui a été mis en examen le 21 mars 2018, lui condamné uniquement sur les 4 faits qui lui ont été reprochés à association de malfaiteurs. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Il est pour être à la tête en fait de l'ensemble de ce pacte corruptible, avec donc une peine de 5 ans de prison. Il encourait jusqu'à 10 ans. Et donc 5 ans de prison, ça signifie que vous passez par la case zonzon obligatoirement. 100 000 euros d'amende également. Et 5 ans de privation de droits civiques, civils et familiales. Alors, suite à ça, bien sûr, ce qui étonne le plus, c'est que certes, il y a une condamnation de prison. Vous avez d'autres présidents qui ont été condamnés à des peines judiciaires. Alors, je vous ai trouvé rapidement un petit élément de président ou du moins d'homme politique, les personnalités politiques qui ont été condamnées entre 2011 et 2021 dans la Ve République. Alors, Jacques Chirac, le premier chef d'État qui est condamné en justice pour détournement de fonds. Alors lui, il n'a pas fait de prison. Ensuite, il n'a pas été mis en détention, loin de là, mais il a quand même une condamnation sur son CV. Ensuite, le ministre socialiste Cahuzac, ministre du budget, qui, les yeux dans les yeux, indiquait qu'il traquait les fraudeurs, et lui, il a été condamné pour fraude fiscale. Donc lui, par contre,
il a été condamné. Alors, il a pas fait... Est-ce qu'il a fait de la prison? Bonne question. Patrice et Isabelle Balkany, les Balkany, toute une histoire. Eux également pour fraude fiscale. François Fillon, emploi fictif avec sa femme, donc lui condamné aussi à une peine de prison, mais pas incarcéré. Georges Tron, ancien secrétaire d'État à la fonction publique pour viol, agression sexuelle. Et enfin Nicolas Sarkozy, qui lui sera le premier chef d'État de la Ve République. Et voire même certains vont plus loin durant toute la République. Alors là, il faudrait vraiment revenir en arrière par rapport à des condamnations de prison dont je pense pas. Hein. Tout simplement, en octobre, le 13 octobre, il va devoir se présenter devant un juge, menottes au poignet, pour être incarcéré. Donc, il va avoir donc, le début de sa peine d'incarcération. Donc, il va quand même passer en prison. Et à partir de ce moment-là qu'il sera incarcéré, il va pouvoir faire une demande de libération conditionnelle sous bracelet électronique ou sous un autre mode en raison de son âge. Parce que quand vous avez plus de 70 ans, vous avez cette possibilité-là tout simplement qui vous est offerte. Donc, les personnes qui défendent M. Sarkozy, pas ses avocats qui sont payés pour ça, mais des personnes qui parfois avec beaucoup de mauvaise foi essayent de faire oublier tous les frasques de cette affaire libyenne, en fait, oublie de dire voilà, qu'il va sans doute, le temps qu'un juge statue sur cette possibilité de libération conditionnelle, il va être en cellule, mais ensuite il va être libéré. Il ne va pas faire 5 ans derrière les barreaux. Bah, ça, je le dis, je le pense. Hein, et voilà. Mais il aura quand même l'expérience de la prison. Et c'est vrai que sur un CV, ça fout mal. Et on comprend la colère notamment de ses proches, hein, son fils en particulier qui souhaite faire une campagne politique et une carrière politique. Hein. Il est dans les starting blocks, le Louis Sarkozy. Mais bon, on peut se dire que voilà, ça va marquer le nom Sarkozy de cette peine de prison qui sera quand même en partie réalisée. Et on peut comprendre le symbole et le symbolique de ce type de peine. Alors bien entendu, ce live-là et ce replay-là, ce sont des avis qui sont personnels, qui n'engagent nullement aucune institution, aucun employeur qui pourrait me concerner. C'est un live d'explication. J'ai essayé d'être le plus clair possible en utilisant des sources, en présentant ces mêmes sources, certes avec un aspect un peu humoristique parce qu'il faut quand même rendre un peu YOLO la vie, autrement ça serait bien trop triste. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que ce live impromptant avec des éléments de sources journalistiques, historiques également qui ont été présentés vous ont plu. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, elle est disponible sur YouTube, elle est disponible Twitch bien sûr, et puis bien sûr aussi sur cette chaîne à la base on parle d'histoire et de jeux vidéo, donc c'est un peu la marotte de cette chaîne là. J'espère vous voir bientôt toujours aussi nombreux, vous avez été particulièrement nombreux ce matin, donc merci à ceux qui ont assisté à ce long live, pratiquement un cours de fac là, 3 heures de live, mais c'est pas possible ça, un cours d'amphi. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez d'autres vidéos qui vont sans doute pouper si vous voulez suivre les aventures d'Histoire Explore. N'hésitez pas. Ciao ciao et peut-être à bientôt pour un live. Intéressé par ce genre de thématique, mais aussi l'histoire, le jeu vidéo, la géographie ou l'actualité, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour soutenir la cause.